Nous ne sommes plus votre banque, a crié maman d'une voix qui transperçait les murs de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, ses yeux injectés de haine comme si j'étais un vulgaire débiteur insolvable. Quelques minutes plus tard, j'ai stoppé toutes les allocations, vidant les comptes familiaux d'un clic froid sur mon ordinateur, sentant pour la première fois le vertige exquis de la ruine absolue. Et dans ce silence qui suivit, j'ai compris que la trahison n'était pas un coup isolé, mais le fil rouge d'une vie entière où j'avais porté leur péché comme un boulet invisible. Paris, cette ville de lumière factice et de ruelles sombres, avait toujours été mon refuge et ma prison. Né dans l'ombre des boulevards Saint-Germain, j'étais le fils aîné d'une famille que l'on aurait pu qualifier de bourgeoise déchue. Du moins, c'est ainsi que mon père aimait se dépeindre, un verre de Bordeaux à la main, lors de ces dîners interminables où les regrets se noyaient dans le vin. Maman, Claire, était l'incarnation de l'élégance française. Tailleur Chanel usé au coude, chignon impeccable malgré les factures impayées, et un sourire qui masquait les abysses de son amertume. Papa, Henri, un ancien notaire raté, passait ses journées à relire Balzac comme si les illusions perdues pouvaient ressusciter sa fortune envolée dans des spéculations hasardeuses. Et puis il y avait ma sœur cadette, Élise, la perle de la famille, celle que l'on protégeait comme un vase de sèvres fragile, pendant que moi, Alexandre, j'étais le pilier invisible, le banquier occulte qui renflouait les dettes sans un merci. Tout avait commencé il y a 20 ans, lors de cet été étouffant de 2005, quand les émeutes avaient embrasé les banlieues et que notre monde s'était fissuré pour de bon. J'avais alors 16 ans, et papa, dans un accès de désespoir financier, avait plongé dans les eaux troubles de la fraude fiscale. Des comptes offshore aux îles Caïmans, des prêts fictifs à des sociétés écrans, rien de bien original pour un Parisien en chute libre. Mais ce qui rendait cela impardonnable, c'était la manière dont il m'avait impliqué. « Alexandre, mon fils, tu es notre avenir », avait susurré maman un soir, en me tendant les faux documents à signer. J'avais obtempéré, bien sûr. À 16 ans, on signe pour plaire, pour appartenir. J'avais gigné des chèques, validé des transferts, porté le poids de leurs mensonges comme un alibi filial. Et en échange, une éducation au lycée Henri IV, payée avec l'argent sale, et la promesse d'un avenir radieux. Les années passèrent, et je gravis les échelons de la Société Générale avec la voracité d'un homme qui fuit ses fantômes. À 30 ans, j'étais directeur adjoint d'une branche privée, gérant les fortunes des élites, des politiques corrompus, des artistes en exil fiscal, des veuves de banquiers suisses. Mon bureau offrait une vue imprenable sur la Seine, et chaque matin, je sirotais un café noir en pensant à la ironie. Moi, le fils du fraudeur, je traquais les irrégularités avec une minutie presque sadique. Mais la famille, oh, ils n'avaient jamais cessé de pomper. Maman appelait pour un petit prêt, afin de payer l'école privée d'Élise. Papa réclamait des fonds pour ses investissements, toujours les mêmes mirages immobiliers à Deauville. Élise, elle, envoyait des mails larmoyants depuis son master à la Sorbonne, où elle étudiait l'art sans jamais un sou de sa poche. C'était un équilibre précaire, un pacte tacite de silence. Je transférais, je justifiais, je mentais à mes supérieurs sur l'origine des fonds. Et en retour, ils m'appelaient leur ange gardien, lors des rares repas de famille au café de Flore, où l'on feignait l'unité sous les yeux indifférents des touristes. Mais au fond de moi, une fissure grandissait. Chaque virement était une aiguille dans ma chair, un rappel que j'étais leur bouc émissaire. Et puis, un jour, tout bascula. C'était en 2023, lors d'une inspection surprise à la banque. Un collègue zélé avait flairé une anomalie, des flux inhabituels vers des comptes familiaux. « Alexandre, c'est toi qui as validé ça ?» avait demandé le directeur, son regard perçant comme un scalpel. J'avais nié, bien sûr. Mentir était devenu mon seconde nature. Mais les preuves s'accumulaient. Signature falsifiée à mon nom, adresse IP tracée jusqu'à mon appartement du Marais. La famille, dans sa panique, avait tout déversé sur moi. Maman avait juré que j'étais le cerveau, que j'avais forcé papa à ses erreurs. Élise, la petite Sainte-Nitouche, avait produit des mets où je semblais complice. Des mailles qu'elle avait fabriquées, je le savais, avec cette habileté qu'elle tenait de ses cours de manipulation littéraire. Papa, lui, s'était effondré en sanglots devant les enquêteurs, balbutiant que son fils prodigue l'avait entraîné dans l'abîme. Le procès fut un cauchemar kafkaïen, digne des tribunaux de la République sous le poids de la presse people. Le banquier maudit de Saint-Germain titrait les Inrocks avec ma photo floue en première page. J'écopais de 5 ans de prison ferme pour blanchiment et abus de confiance. 5 ans à Fresnes, cette forteresse grise où les jours se fondent en une bouillie de routine et de regrets. Pendant ce temps, la famille prospérait. Maman touchait une pension d'invalidité fictive, papa avait hérité d'un oncle lointain, et Élise publiait son premier roman, un pamphlet sur la trahison fraternelle, bien sûr, qui devint un best-seller chez Gallimard. Ils venaient me voir, ces traîtres, avec des paniers de victuailles et des promesses vides. On t'attend, Alexandre.
C'était pour ton bien. Libéré en 2025, sous bracelet électronique et interdiction de proximité bancaire, je rentrais dans un Paris méconnaissable. La pandémie avait laissé des cicatrices, les gilets jaunes des braises, et moi, un homme brisé de 42 ans, avec une barbe hirsute et des yeux qui ne sourirent plus. L'appartement familial m'attendait, intact, comme un mausolée. Maman m'accueillit avec un thé à la bergamote, son parfum Chanel numéro 5 flottant comme un voile de mensonge. Mon pauvre chéri, assieds-toi. On va tout arranger. Papa hocha la tête, un verre à la main. Élise n'était pas là, en promotion à Cannes, évidemment. Ce fut lors de ce thé que la bombe explosa. Nous ne sommes plus votre banque, avait hurlé maman quand j'avais osé demander un petit prêt pour mon avocat en appel. Ces mots, aiguisés comme un guillotine, tranchèrent net le fil de ma patience. Elle continua, enragée, « Tu as ruiné notre réputation. Tes erreurs nous ont tous coulés. On a tout perdu à cause de toi. » Papa renchérit, d'une voix chevrotante, « Fils, c'est fini. On n'a plus rien à te devoir. » Et Élise, joignant la voix par FaceTime depuis la croisette, ajouta d'un ton théâtral, « Frangin, grandis. C'est ton karma. » Quelques minutes plus tard, j'étais dans ma chambre d'adolescent, devant l'ordinateur familial que je n'avais pas touché depuis des lustres. Mes doigts tremblaient sur le clavier. J'avais gardé un accès backdoor à leur compte, une négligence de ma part, ou peut-être un acte de présage. Un clic, et les allocations s'évaporèrent. La pension de maman, les rentes de papa, les royalties d'Élise. Zéro. Vide. Le néant financier, ce grand égaliseur français. J'entendis leurs cris depuis le salon, un cœur de damné. Pour la première fois, je souris. La vengeance n'était pas un mot. C'était une équation, et j'allais la résoudre, pas à pas, dans les ombres de cette ville qui m'avait vu naître pour me dévorer. Les jours suivants furent un prélude au chaos. Maman, hystérique, appela les flics, accusant un piratage. Mais qui croirait une veuve de notaire aux ongles rongés par l'angoisse? Papa sombra dans une dépression muette, hantant les bistrots du quartier latin comme un fantôme de Rimbaud. Élise, la star montante, annula ses interviews, son agent murmurant à l'oreille des journalistes « Problèmes familiaux, rien de grave ». Mais je savais. J'avais semé les graines. Et maintenant, il était temps de cultiver le poison. Je commençais par des actes subtils, dignes d'un roman de Simenon. Une lettre anonyme à l'éditeur d'Élise, révélant que son témoignage poignant était truffé de mensonges. Des plagiats subtils d'un journal intime que j'avais écrit à Fresnes. Une visite nocturne chez papa, où je versais du laxatif dans sa bouteille de cognac, le laissant prostrer des heures sur le trône. Pour maman, ce fut plus raffiné. Un appel à son coiffeur préféré, feignant d'être un créancier, menaçant de saisir ses comptes si elle ne payait pas une dette imaginaire. Petit à petit, leur monde se fissurait, comme la Seine sous la crue. Mais la vraie tempête couvait. J'avais un allié inattendu, Marc, mon ancien mentor à la banque, un quinquagénaire cynique aux moustaches grisonnantes, qui avait toujours flairé la magouille. Alex, la famille, c'est le pire des trusts, m'avait-il dit un soir, aux zincs du Procope. Libéré de mes chaînes judiciaires, je le contactai. Ensemble, nous creusâmes. Et là, le premier secret émergea. Papa n'avait pas seulement fraudé. Il avait trempé dans un réseau de corruption immobilière, lié à des promoteurs du Front National, du Rassemblement National, qui blanchissaient via nos comptes familiaux. Maman le savait, et Élise, elle avait utilisé ses fonds pour financer son ascension littéraire, soudoyant des critiques chez Le Monde. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. J'avais porté leurs crimes, mais ils m'avaient sacrifié comme un pion. La rage bouillonnait, un feu lent qui me consumait. Paris, avec ses ponts et ses cathédrales gothiques, devenait le théâtre de ma reconquête. Je marchais le long des quais, imaginant les scènes futures, le banquet familial où je lâcherais la vérité comme une grenade. Mais patience, Alexandre. La vengeance française n'est pas un sprint. C'est une valse macabre, lente et inexorable. Un soir de pluie, alors que les lumières de Notre-Dame scintillaient à travers les gouttes, je reçus un appel d'Élise. « Alex, reviens. On a besoin de toi. » Maman fait une dépression nerveuse. Sa voix, suave comme du velours pourri, masquait la peur. Je raccrochai sans un mot et composai le numéro d'un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, expert en filature discrète. « Trouve-moi tout sur elle, » ordonnai-je. Les rapports arrivèrent vite. Élise avait un amant, un producteur véreux qui finançait son prochain film. Et devinez qui était au centre? Un investissement immobilier à Nice, financé par les restes de nos fraudes. Le piège se resserrait. Je sentais le sang pulser dans mes veines, un rythme syncopé comme la musique d'un accordéon dans le marais. Bientôt, il paierait.
Pas avec de l'argent, cela, je l'avais déjà pris. Avec leur âme, leur réputation, leur unité factice. Et moi, le fils gueux, je renaîtrais des cendres, phénix noir d'une famille en flammes. Les nuits parisiennes devinrent mes complices. Sous le couvert de l'obscurité, je glissais comme une ombre le long des rues pavées du quartier latin, mon chapeau fedora baissé sur les yeux, un foulard masquant le bas de mon visage, un clin d'œil aux espions de Le Carré, mais ancré dans la réalité crue de ma vendetta. Raoul, mon détective, m'avait fourni les adresses. L'hôtel particulier d'Élise près de la place des Vosges, où elle recevait ses amants littéraires, le bistrot miteux du boulevard Raspail où papa noyait ses tourments, et l'appartement haussmannien de maman, avec ses rideaux de dentelle qui filtraient la lumière comme des mensonges. Le premier coup porta sur Élise. J'attendis minuit, quand la ville sommeille sous un voile de brume automnale. Son immeuble, un joyau du XVIIe siècle restauré à grands frais, était gardé par un concierge somnole. Un billet de 20 € et une histoire bidon sur un colis urgent suffirent. Je montai les escaliers en spirale, le cœur battant au rythme des horloges anciennes. Devant sa porte, je déposai une enveloppe Kraft. Dedans, des photos volées par Raoul, elle, enlaçant son producteur sur un yacht à Cannes, et surtout, des relevés bancaires prouvant que les fonds venaient de nos comptes maudits. Une note manuscrite, en lettres capitales, « Ton roman est un plagiat. Ta vie, une fraude. Révèle tout, ou le monde saura. » Je m'éclipsai avant l'aube, imaginant son visage pâle à la lecture. Le lendemain, les premiers signes apparurent. Un article discret dans Libération, polémique autour du best-seller d'Élise Duval, accusation de plagiat. Elle nia, bien sûr, dans une interview larmoyante à France Inter, accusant un frère jaloux, moi, sans me nommer. Mais le doute s'insinuait, comme le brouillard sur la Seine. Ses ventes chutèrent de 30%, et son agent la lâcha pour un conflit d'intérêts. Parfait. La vengeance n'était pas dans la destruction brute. C'était dans l'érosion lente, le doute qui ronge l'âme. Papa fut plus délicat. Il passait ses après-midi au café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels déchus, commandant des pastis à la chaîne. Je m'assis à une table voisine, déguisé en touriste anglais avec un guide Michelin sous le bras. « Monsieur Duval » demandai-je d'une voix mielleuse, feignant l'accent cockney. Il leva des yeux rougis. « Oui. » Je glissai une carte de visite fictive, inspecteur des impôts, section fraude historique. Son visage vira au cendré. « Pourquoi faire » balbutia-t-il. « Une révision de dossier. Les Caïmans, 2005. Vous vous souvenez ?» Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Il s'effondra, marmonnant des excuses incohérentes. Le soir même, il avoua tout à maman. Je le savais, car Raoul avait placé un micro dans leur salon, un gadget high-tech acheté au marché noir de Belleville. « C'est Alexandre qui nous vend », génie papa. Maman hurla. « Ce monstre. Il nous détruit par jalousie. » Mais sous la rage, la peur. Et si les autorités rouvraient le dossier? Papa, rongé par la culpabilité, tenta un suicide raté avec des somnifères. Une ambulance le ramena à l'Hôtel-Dieu, où les médecins notèrent dépression sévère liée à des troubles financiers. Pour maman, je réservais le coup de grâce émotionnel. Elle fréquentait encore l'été mondain du faubourg Saint-Honoré, se drapant dans son rôle de veuve éplorée. J'infiltrai l'un d'eux, sous le nom d'un neveu lointain. Assis à sa table, je la regardais siroter son Earl Grey, ses mains tremblant légèrement. « Tante Claire, dis-je doucement, je sais pour les comptes offshore. Et pour le rôle d'Alexandre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qui êtes-vous » Je souris, un fantôme de frêne. Puis je partis, laissant derrière moi une photo d'elle signant les faux documents, datés de 2005. Le chaos familial s'amplifia. Élise rentra de Cannes, les traits tirés, et organisa une réconciliation forcée dans notre appartement. Ils étaient tous là, maman en peignoir défraîchi, papa voûté comme un quasimodo laïque, Élise avec ses lunettes de soleil masquant des cernes. « Alexandre, assieds-toi » implora maman. « On veut comprendre. » Je m'installai, un verre de Calvados à la main, l'heure dernier, car demain, les créanciers frapperaient. « Comprendre quoi ? Que vous m'avez jeté au loup pour sauver vos peaux. » La dispute éclata, un opéra tragique à la Puccini. Papa pleura, accusant le système. Élise hurla que j'étais un raté vindicatif. Maman, dans un retournement magistral, me proposa de l'argent, ce qu'il reste, pour tout oublier. Je ris, un rire froid qui résonna dans le salon. L'argent, c'est ce qui vous a perdu. Et là, je lâchai la première bombe. Les preuves du réseau RN, les pots de vin à Nice. Élise blêmit, papa s'évanouit. Maman, elle, contre-attaqua. Tu étais complice, Alexandre. Tu as signé.
Vrai. Mais j'avais gigné pour eux, pas contre. La nuit se termina en pugilat verbal, et je partis sous la pluie, le goût de la victoire amère sur la langue. Marc, mon mentor, m'attendait au pont des Arts. Prochaine étape, demanda-t-il, allumant une gauloise. Les médias, répondis-je. Un leak anonyme à Mediapart, la famille Duval, fraude et extrémisme, l'histoire cachée d'un banquier emprisonné injustement. L'article sortit 3 jours plus tard, avec des pièces jointes irréfutables. Scandale national. Élise perdit son contrat cinéma. Papa fut convoqué par la justice, maman, ostracisée par ses amis du thé. Mais la vengeance a son prix. Les nuits sans sommeil me hantaient de visions. Le visage de maman enfant, papa me portant sur ses épaules lors du 14 juillet. Étais-je un monstre, ou juste un fils brisé? Paris, indifférente, continuait sa valse. Touriste au Louvre, amant sur les bancs des Tuileries. Moi, je marchais, planifiant le climax. Raoul avait déniché le twist. Élise n'était pas ma sœur de sang. Un adultère de maman, caché depuis des décennies. Le secret ultime, la lame qui trancherait tout. Je l'utiliserais. Pas par cruauté, mais par justice poétique. La famille n'était qu'un mensonge, et je serais le révélateur. Le 15 décembre, jour de mon anniversaire, ironie du sort, je les conviais à un dîner autour d'argent. Pour clore le chapitre, dis-je au téléphone. Ils acceptèrent, las et acculés. Le décor était parfait, vue sur la cathédrale, canard au sang, et moi, prêt à servir le dessert empoisonné. Le dîner autour d'argent fut un chef-d'œuvre de tension, une symphonie wagnérienne jouée sur les cordes tendues de nos âmes. La salle, avec ses verrières art déco et ses nappes blanches immaculées, contrastait avec la laideur de notre drame familial. Maman arriva la première, perchée sur des escarpins louboutins et raflés, son collier de perles, le seul héritage de grand-mère, serré comme un garrot autour de son cou. « Alexandre, c'est généreux de ta part » murmura-t-elle en s'asseyant, ses yeux scrutant le menu comme s'il cachait une bombe. Papa suivit, soutenu par Élise, son bras tremblant sur sa canne improvisée d'un parapluie. Élise, elle, avait tenté un effort, robe noire ajustée, maquillage chargé, mais ses lèvres pincées trahissaient la fureur. Le sommelier versa un Châteauneuf du Pape 2010, et nous trinquâmes, un tintement cristallin qui sonna comme un glas. À la famille, ironisai-je. Ils burent en silence, attendant le coup près. Les entrées arrivèrent, foie gras de canard, miroitant sous la lumière tamisée. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée comme un rituel païen. « Racontez-moi, dis-je enfin, posant ma fourchette. Comment avez-vous dormi ces dernières nuits ?» Maman attaqua la première, son franc-parler sartois refaisant surface. « Mal, grâce à toi. Tes surprises nous ont tous mis à genoux. La presse, les huissiers. Tu veux notre mort. » Papa hocha la tête, les larmes aux yeux. « Fils, j'ai tout perdu. Même ma dignité. » Élise, plus rusée, tenta la diplomatie. « Alex, on peut négocier. J'ai des contacts. On efface tout, on repart à zéro. » Je ris doucement, un rire qui fit tressaillir le serveur. « Négocier? Comme vous avez négocié mon sacrifice à Fresnes? 5 ans pour vos péchés, Élise. 5 ans à crever dans une cellule humide pendant que tu signais pour le prix Goncourt. » Le plat principal, le fameux canard au sang, arriva, sa sauce rubis coulant comme du sang frais. Je découpais ma portion avec précision chirurgicale. Parlons secret, alors. Celui des Caïmans n'était que la surface. Le vrai, c'est le réseau. Papa, tes amis du RN, pardon, tes partenaires, qu'il avait l'argent via nos préfictifs. Maman, tes signatures sur les contrats. Et toi, Élise. Je marquai une pause, sirotant mon vin. Toi, qui as utilisé ces fonds pour graisser les pattes de Gallimard. Ton roman, un torchon financé par la corruption. Le silence tomba, lourd comme la pluie sur les toits de zinc. Papa s'étouffa avec un os, recrachant dans sa serviette. Maman blêmit, ses perles semblant l'étrangler. Élise, elle, explosa. Preuve? Montre-moi tes foutues preuves, ou c'est de la diffamation. Je sortis mon téléphone, projeta un hologramme discret sur la table. Technologie dernier cri, cadeau de marque. Relevé, mais enregistrement. Irréfutable. Voilà votre héritage, dis-je. Et le mien, le bouc émissaire. Papa s'effondra en sanglots, un flot de confessions, c'était pour nous sauver. Les banquiers nous pressaient, les juifs de la finance. Un glissement antisémite, vestige de ses lectures nauséabondes. Maman le gifla. Tais-toi, idiot. Puis, se tournant vers moi, on t'a protégé, Alexandre.
Sans nous, tu serais rien. Un employé de base. Élise renchérit, sa voix venimeuse. Tu es faible. Toujours l'a été. On t'a fait une faveur en te gardant. Le dessert arriva, soufflé au grand marnier, léger et moelleux. Je le laissai refroidir. C'était le moment du twist mineur, celui qui les désarçonnerait. Faible, peut-être, mais informé. Je glissai une enveloppe à Élise. Dedans, un extrait d'acte de naissance, le sien, de 1990, indiquant un père inconnu. Maman avait un amant. Un promoteur corse, lié au réseau. Tu n'es pas une Duval, Élise. Tu es une bâtarde, financée par le crime. Le choc fut viscéral. Élise hurla, renversant son verre. Maman se leva, hystérique. Mensonge. C'est un mensonge. Papa, lui, murmura. Je savais. Depuis le début. Le restaurant se figea. Le maître d'hôtel appela discrètement la sécurité. Nous fûmes escortés dehors, sous le regard curieux des autres dîneurs. Dehors, la nuit parisienne nous enveloppa, froide et impitoyable. C'est pas fini, crachai-je en montant dans un taxi. Demain, Mediapart aura la suite. Ils restèrent plantés là, une triade brisée sous les néons de la rive gauche. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. L'article sortit, intrigue familiale et corruption, la Duval en question. Photos volées, interview choc. Élise se barricada, annulant tout. Papa fut hospitalisé pour stress post-traumatique. Maman, dans un coup de théâtre, accorda une confession à Paris Match. Mon fils est un démon. Il nous détruit par vengeance personnelle. Classique retournement, me peindre en monstre pour sauver la face. Mais le public, ce jury impitoyable, se divisa. Sur Twitter, X, les fils s'enflammaient. Justice pour Alexandre vs Duval victime. Des féministes défendaient maman, des gauchistes accusaient le système bancaire patriarcal. Moi, je lisais tout, anonyme derrière un VPN, riant dans l'ombre de mon studio du Bastille. Marc me rejoignit pour un apéro au comptoir du Relais. Tu les as eus, dit-il, levant son pastis. Mais attention, la revanche, c'est addictif. Ça te bouffe. Il avait raison. Les nuits, je revivais le dîner, leur visage déformé par la trahison révélée. Et un nouveau plan germait, le coup fatal, impliquant les autorités. Raoul avait les contacts, un procureur zélé au parquet de Paris, prêt à rouvrir le dossier pour nouveaux éléments. J'envoyais les preuves par canal anonyme. Bientôt, perquisition, garde à vue. La famille imploserait. Mais le destin, ce farceur à la manière de Camus, intervint. Un appel de Raoul, patron, problème. Élise a un alibi. Et pas n'importe lequel, elle a filmé une vidéo. Toi, en train de menacer la famille lors du dîner. Mon sang se glaça. Comment? Une caméra cachée dans son sac? Elle avait retourné la table, me piégeant comme un amateur. Le procureur hésita. Les médias basculèrent, le vengeur devient harceleur. Soudain, j'étais le vilain, le fils psychopathe. La tension monta d'un cran. Maman porta plainte pour harcèlement moral. Papa, depuis son lit d'hôpital, murmura à un journaliste, il est fou. Complètement fou. Élise, la stratège, lança une campagne GoFundMe, sauvons la famille Duval des mensonges. Les dons affluèrent, ironie, de l'argent sale pour des âmes pures. Je me retranchai, contactant Marc pour un contre-coup. Fais-moi un tac, implorai-je. Il accepta, à contre-cœur, infiltration du compte GoFundMe, détournement vers une association anticorruption. Ça marcha. Scandale bi, fraude dans la collecte pour les Duval. Élise s'effondra publiquement, en larmes sur BFM. Mais le mal était fait, j'étais traqué, un fugitif dans ma propre ville. Les nuits devinrent paranoïaques, chaque ombre une menace. Paris, ma complice, se muait en traîtresse. Et pourtant, la flamme de la vengeance brûlait plus fort. Le climax approchait, une confrontation finale, dans les catacombes même de notre histoire familiale. Les catacombes de Paris ne sont pas seulement un ossuaire. Elles sont le ventre sombre de la ville, un labyrinthe d'os et de secrets où l'oubli règne en maître. C'est là que je l'ai convoqué pour la confrontation ultime, un lieu symbolique pour une famille enterrée vivante par ses propres mensonges. J'envoyais les invitations par courrier anonyme, rendez-vous à l'entrée des catacombes, minuit. Venez seul, ou les preuves iront à la presse. Votre fils, frère. Élise répondit par un mail rageur. Tu es malade. Mais j'y serai. Pour te stopper. Maman et papa, trop brisés pour résister,
suivirent. La nuit du 20 décembre était glaciale, un vent sibérien balayant les grilles du premier arrondissement. Je descendis les escaliers en spirale, la lampe torche de mon téléphone projetant des ombres dansantes sur les murs humides. L'air puait la terre et la mort, un rappel que nos drames n'étaient que poussière. Au cœur du réseau, dans une salle aux crânes empilés comme des dominos macabres, je les attendis. Ils arrivèrent en file indienne, maman emmitouflée dans un manteau de fourrure synthétique, papa traînant la patte, Élise en jean et parka, son téléphone à la main comme une arme. « Alexandre » siffla maman en m'apercevant, sa voix résonnant comme un écho funèbre. « C'est de la folie. C'est lieu. Pourquoi » Je désignai les ossements d'un geste ample. Pour ça. Notre famille, un tas d'os blanchis par le temps et les trahisons. Asseyez-vous. Il n'y avait que des blocs de pierre, mais ils obéirent, formant un cercle infernal. Je m'installai en face, mon sac à dos bourré de dossiers comme un inquisiteur moderne. Commençons par le commencement, dis-je, allumant une veilleuse LED pour illuminer les visages. 2005. Papa, tes spéculations foireuses. Maman, tes signatures complices. Élise, née d'un adultère avec un mafieux corse, un certain Louis Girossi, promoteur véreux qui finançait le RN via des chantiers illégaux à Nice. Élise bondit. « Salaud. C'est faux. » Mais maman baissa la tête, murmurant. « C'est vrai, ma chérie. J'étais jeune, perdu. » Papa grogna. « Et alors ? On t'a élevé comme une Duval. » Le chaos éclata. Élise hurla sur maman, des accusations fusant comme des balles. « Tu m'as menti. Toute ma vie. » Papa tenta de calmer, mais glissa sur le sol humide, se cognant la tête. Maman pleura, un torrent de regrets. « Alexandre, pardonne-nous. On t'aimait, à notre façon. » À leur façon, celle qui m'avait envoyé en prison. Je sortis les preuves, ADN pour Élise, contrat pour le réseau. L'amour, c'était de la possession. Vous m'avez utilisé comme un pantin, gignant vos crimes pour protéger la petite princesse bâtarde. Élise, dans un retournement fulgurant, dégaina son téléphone. J'ai tout enregistré. Tes aveux, tes menaces. La police arrive. Bluff ? Non. Des sirènes lointaines confirmèrent. Elle avait appelé les flics avant, me piégeant une fois de plus. Tu perds, frangin, ricana-t-elle. Ou pas frangin. La rage me submergea. Dans un élan, je bondis, arrachant l'appareil. Lutte confuse, on roula sur le sol, os craquant sous nos corps. Papa hurla, maman implora. Puis, le coup, mon poing heurta sa tempe. Élise s'effondra, inerte. Panique. Que as-tu fait ? Gémit maman. Je vérifiai, respiration faible, mais vivante. Hématome. Rien de fatal, haletai-je. Mais les sirènes se rapprochaient. Papa, dans un sursaut d'humanité, aida à la ranimer. Fuyons, murmura-t-il. Ironie, le traître sauvait le traître. Nous remontâmes en hâte, sortant par une grille de service que Raoul m'avait indiquée. Dehors, la nuit nous avala. Pas de police, Élise avait menti, ou retardé l'appel pour le drame. On se sépara dans une ruelle, maman et papa emmenant Élise à l'hôpital, moi fuyant vers le marais. Le lendemain, les urgences, commotion cérébrale pour elle, plainte pour violence volontaire. Les médias s'emparèrent, drame familial aux catacombes, le banquier vengeur frappe sa sœur. Duval Nightmare trendait, divisant l'opinion. Certains me voyaient comme un anti-héros, un Sisyphe moderne contre la bourgeoisie corrompue. D'autres, un psychopathe digne d'un polar de Doha. Même le Figaro titra « La vengeance, justice ou folie ». Je me cachai chez Marc, dans son appartement surplombant Montmartre. « Tu as franchi la ligne », dit-il, versant un armagnac. « La prison t'attend de nouveau. » Peut-être. Mais la graine était plantée. Élise, amnésique partielle de sa commotion, commença à douter de ses propres mensonges. Des leaks internes, elle confessa à une psy l'adultère, le réseau. Maman, brisée, retira sa plainte, pour la paix familiale. Papa, il se suicida, une lettre. Pardonnez-moi. J'étais faible. Sa mort fut le catalyseur. Funérailles à Père-Lachaise, sous une pluie battante. Maman, voilée de noir, me fusilla du regard. Élise, en fauteuil roulant, murmura « C'est ta faute ». Mais dans ses yeux, un éclat nouveau. Regret ? Peur ? Le deuil nous réunit, ou du moins feignit l'unité. À la veillée, au café Les Deux Magots, maman craqua. « On t'a volé ta vie, Alexandre. Reprends-la. » Offre de paix ? Ou piège ? Non.
C'était sincère, dans sa maladresse française. On pleura ensemble, pour la première fois. Mais la vengeance, une fois lancée, ne s'arrête pas. J'activai le dernier levier. Le procureur rouvrit le dossier. Perquisition chez maman, saisie des biens d'Élise. Elle perdit tout, livres, films, gloire. Maman, ruinée, vendit l'appartement. Et moi, innocenté partiellement, en appel. Circonstances atténuantes, dirent les juges. Pourtant, le vide persistait. Paris, avec ses lumières de Noël, semblait moqueuse. J'avais gagné, mais à quel prix? La famille, ce mythe brisé, n'était plus. Et dans le silence de mon nouveau bureau, réintégré à la banque, par ironie, je me demandais si la revanche n'était pas la plus grande trahison de toutes. Janvier 2026 s'ouvrit sur un Paris engourdi par le froid, les platanes du boulevard Haussmann dénudés comme des squelettes attendant le printemps. Les cendres de papa reposaient au Père-Lachaise, près de la tombe de Proust, une ironie littéraire que personne ne releva. Maman s'était retirée à Honfleur, dans une petite maison louée à la sœur de papa, vivant de rentes maigres et de regrets amers. Élise, elle, avait fui en Corse, chez les descendants de son vrai père, écrivant un nouveau roman, Les ombres de la trahison, annoncé comme un mea culpa familial. Moi, j'étais le survivant bancal, réintégré à la Société Générale sous conditionnel, gérant des portefeuilles modestes loin des fenêtres sur Seine. La victoire avait un goût de cendre. Les nuits, j'hantais les bords de la Marne en solitaire, un thermos de café noir à la main, revivant les catacombes. Le craquement d'Élise sous mon poing, le regard implorant de maman. Étais-je un justicier ou un bourreau? Les forums en ligne, ces arènes modernes de la controverse, se déchaînaient encore, Alexandre Duval, héros ou monstre. Des podcasts sur France Culture disséquaient mon cas, comparant ma vendetta à celle d'Hamlet ou de Rastignac. Certains me glorifiaient comme un lanceur d'alerte contre la corruption bourgeoise, d'autres me vilipendaient comme un parricide moral. Un matin de brume, un colis arriva à mon bureau, une enveloppe Kraft, postée de Bastia. Dedans, une lettre d'Élise, manuscrite sur du papier parfumé à la lavande corse. Frangin, ou pas, j'ai tout lu. Les preuves, les ombres. Tu avais raison. Maman m'a tout dit, l'adultère, les fraudes, ton sacrifice. Je ne suis pas ta sœur, mais j'aurais dû l'être dans l'âme. Pardonne-moi. Viens me voir. On peut reconstruire. Une photo jointe, elle, amaigrie, sur une plage de galets, un sourire fragile. Le twist final, celui qui causa les débats les plus vifs, fut ma réponse. Je ne partis pas. Au lieu de cela, j'envoyai une lettre à Mediapart, la vérité complète sur les Duval, par Alexandre, le fils trahi. Tout y était, les détails crus du réseau RN, les pots de vin corse, le rôle d'Élise dans les Faumets. Pas de pitié. L'article explosa, relançant le scandale. Élise, ruinée, fut poursuivie pour faux témoignage. Maman, interrogée comme témoin clé, s'effondra en cours, c'était pour protéger mes enfants. Tous mes enfants. Le public se scinda en deux camps irréconciliables. D'un côté, les progressistes acclamaient ma libération cathartique, un cri contre l'hypocrisie familiale française, évoquant les drames de Giono ou de Sagan. De l'autre, les conservateurs hurlaient au meurtre symbolique d'une mère, une attaque contre les valeurs traditionnelles. Sur X, les trades s'enflammaient, Duval a raison, la famille toxique mérite la hache. VS, il est un Oedipe dérangé, pas un héros. Même les philosophes s'y mirent. Un édito dans Le Monde comparait ma saga à L'étranger de Camus, absurde, inexorable et finalement vide. Maman m'écrivit une dernière fois, d'une plume chevrotante, « Tu nous as tués, Alexandre. Mais peut-être avions-nous besoin de mourir pour renaître. » Elle mourut 2 mois plus tard, d'une crise cardiaque, stress cumulé, dirent les médecins. Élise survécut, publiant son roman Malgré tout, un succès d'estime, dédié à l'ombre qui m'a révélé la lumière. Ironie, elle remercia vaguement un frère perdu. Quant à moi, je quittai la banque pour un poste discret dans une ONG anticorruption, à Lille. Paris, trop lourde de souvenirs, devint un fantôme. Dans les Flandres grises, je marche le long des canaux, un livre de Hugo sous le bras, Les Misérables, bien sûr. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Étais-je le héros d'une tragédie racinienne ou le vilain d'un thriller vulgaire? Les lecteurs, vous, déciderez. Car au fond, cette histoire n'est pas la mienne seule. C'est celle de chaque famille française, tissée de silence et de non-dits, où l'amour se mue en poison sous la lumière crue de la vérité. J'ai stoppé les allocations, brisé les chaînes, mais le plus grand twist? Peut-être que la vraie trahison était en moi, ce besoin viscéral de détruire pour me reconstruire. Et maintenant, dans le silence des plaines du Nord, je me demande,
reviendrai-je en arrière? Non. Car la vengeance, aussi UMBRE, est le seul feu qui réchauffe un cœur gelé. Fin.